Dis Vincent, j'ai pas trop d'inspiration. Tu pensais à quoi pour le prochain lapin? Ben écoute, moi je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un truc à trois. Bonjour, Ou bonsoir. bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Alors oui, aujourd'hui sur le temps d'un lapin, on renoue avec les histoires à plusieurs et surtout les illustres invités. Nous recevons Loïc qui va nous parler de tout ce qui a changé dans le domaine de la kinésithérapie en neurologie, tout ce que lui a découvert, tout ce qu'il ne s'attendait pas à faire aujourd'hui. Petit tour d'horizon sur les actualités en neurologie. Bonjour Vincent, bonjour Loïc. Bonjour tous les deux. Salut Vincent, salut Marie. Bonjour tout le monde. Alors d'abord Loïc, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, depuis quand tu es diplômé, depuis quand est-ce que tu fais de la neuro, et puis comment, plutôt dans quelles conditions tu exerces aujourd'hui? Je suis diplômé depuis 2012. Je suis diplômé de Villejuif, une IFMK pour déficients visuels. J'ai commencé ma carrière en SSR, en soins de suite de réadaptation à Créteil, puis j'ai rapidement bifurqué en libéral parce que je trouvais ça dommage que lorsque j'étais en centre de rééducation, on avait d'abord un suivi des patients qui sont atteints d'AVC, Parkinson et tout ça. Et qu'en libéral, par contre, on n'avait aucun retour de ce qui se passait. Et du coup, j'ai eu l'idée avec ma collègue de créer un cabinet spécifiquement orienté sur de la neurologie centrale. Je crois que c'est ce que regrettent beaucoup de gens qui sont en salariat. Alors toi qui as changé récemment, Vincent, je ne sais pas si c'est ton cas, mais le fait de ne pas toujours avoir de suivi sur l'aval et sur ce qui se passe ensuite finalement. Qu'en neurologie aiguë, tu es vraiment dans le tout début, la précision du pronostic. En SSR, tu vas commencer à revenir vers du fonctionnel, mais c'est vrai que le retour à la vie quotidienne, c'est ça peut-être qui t'a manqué, Loïc, en salariat. Oui, c'est ça. C'est surtout qu'on constatait qu'il y avait une grosse rupture de communication entre la ville et l'hôpital. Les praticiens de ville ne communiquaient pas forcément vers les praticiens hospitaliers et vice-versa. Faut pas se leurrer. Également, lorsqu'on était en SSR, on prenait pas souvent la peine non plus de faire un compte rendu pour le confrère qui était en ville. Du coup, après, ils se perdent, soit en ville, soit en HAD, soit en quelque part, en tout cas. Et puis, finalement, on ne sait pas ce que fait l'autre en ville comme en SSR, quoi. Vincent, toi aussi ça te manque? C'est vrai qu'il y a toujours ce problème de lien entre l'hôpital et la ville et peut-être vice-versa. Surtout qu'on n'a toujours pas accès aux messageries sécurisées du côté hospitalier, donc la plupart du temps on bricole. Et on aimerait bien faire plus que bricoler, ou mieux en tout cas. Donc du coup, Loïc, tu es en cabinet libéral spécialement orienté neuro, donc tu ne fais que ça avec ta collègue? C'est ça, depuis 2013. Maintenant. D'accord. Et du coup, c'est vraiment un exercice dans lequel toi, tu t'épanouis, le libéral et la neurologie? Ah bah c'est le gros kiff. C'est Voilà. le gros kiff. Loïc, si tu devais donner les bases, les lignes principales de ta rééducation en neurologie aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Alors les lignes principales, essentiellement notre rôle en tant que kiné et rééducateur, j'ai envie de dire de manière générale, parce que c'est rare que quand même on travaille seul. C'est de faire en sorte que le patient puisse retrouver une certaine autonomie, voire quand c'est possible, une indépendance. On nous réduit souvent, nous les kinés, à faire de la rééducation à la marche, typiquement. C'est pas que ça. On est aussi en charge de faire de la rééducation motrice, donc faire en sorte que le patient puisse retrouver ses capacités motrices pour justement faire de la marche, marcher, mais pas seulement, aussi se débrouiller seul à la maison, s'habiller seul, va s'occuper de ses enfants, continuer son activité professionnelle, etc., etc. On travaille beaucoup dans ce qu'on appelle de la tâche orientée. Lorsqu'on entraîne le patient à faire quelque chose, il faut toujours qu'il y ait un sens. On ne le fait pas marcher que pour qu'il puisse marcher. On le fait marcher pour qu'il puisse atteindre un but que lui-même s'est fixé, qu'on s'est fixé avec lui. Si c'est aller chercher sa baguette, et ben dans ce cas-là, c'est marcher jusqu'à ce qu'il puisse chercher sa baguette. Tu trouves que c'est quelque chose d'assez récent, ça?
Carr et Shefford ont commencé à travailler sur ça et même à poser les bases de l'apprentissage moteur après un AVC dans les années 80. 40 ans après, on en est toujours encore à parler de certains traitements passifs, notamment sur lesquels se basent les principes de la thérapie Bobat. C'est pas que c'est triste, mais quand même, Bobat, ça date quand même des années 50, bien qu'elle ait fait évoluer son concept jusque dans les années 80-90, son concept date un petit peu déjà. Est-ce que tu peux rappeler vite fait les principes de Bobat? En fait, Bobat, ce qu'elle préconisait, c'était de normaliser le tonus en vue de faciliter le mouvement derrière. C'est-à-dire qu'elle va utiliser des techniques qu'elle appelle par exemple des points clés d'inhibition en vue de pouvoir placer le patient dans une certaine position pour que son tonus musculaire diminue. Notamment, elle parle notamment de la spasticité. Aujourd'hui, on sait que les techniques de physiothérapie ont du mal à diminuer la spasticité chez les patients. Alors, je n'aime pas trop parler de spasticité, je vais plutôt parler d'hypertonie spastique, parce que la spasticité, c'est quelque chose qui est essentiellement passif, hein, on le rappelle. C'est pas la priorité, parce que, bon, voilà, autant Bobat se concentrait énormément sur la réduction du tonus musculaire, autant nous, aujourd'hui, on met un point d'honneur à ce que le patient apprenne de nouvelles capacités, de nouvelles compétences, des tâches fonctionnelles, des mouvements de la vie quotidienne, pour qu'il puisse se débrouiller seul dans son quotidien. D'accord, donc tu veux dire qu'en fait, finalement, la spasticité n'est plus le cœur de la prise en charge en neurologie, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de normaliser le tonus musculaire parce qu'en fait, on a mieux à faire dans le sens où on va plutôt s'intéresser à la tâche et à la tâche fonctionnelle et liée aux activités de la vie quotidienne de la personne, plutôt qu'à essayer de réduire cette spasticité, c'est ça? Pas tout à fait. Ah, La spasticité, c'est toujours un gros enjeu. Le problème, c'est que elle fait l'objet d'une prise en charge pluridisciplinaire, notamment médecin, kiné, ergothérapie, pour qu'on puisse arriver à faire quelque chose qui soit fonctionnel en soi. C'est-à-dire que l'hypertonie spastique va effectivement gêner certains mouvements, notamment lorsqu'on va essayer de tendre le bras pour attraper quelque chose. Il est toujours pertinent de toxiner les muscles fléchisseurs qui ont tendance à gêner l'extension du coude. Du coup, c'est le médecin toxine, l'ergothérapeute et le kiné vont travailler sur le renforcement musculaire et la répétition de la tâche avec le patient, et tout ça avec une certaine intensité pour qu'il y ait de l'apprentissage moteur. Et donc ça, c'est quelque chose qui est promu depuis combien de temps à peu près? La toxine botulique a toujours eu une place assez particulière dans la prise en charge des patients cérébro-lésés. Ça faisait déjà partie de l'arsenal thérapeutique dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et là, aujourd'hui encore, ça continue à, à, être, à être très utilisé chez ces patients-là. le traitement de l'hypertonie spastique se fait presque en amont de la kinésithérapie finalement. C'est pas en amont de la kinésithérapie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait en parallèle tout le long. Oui, C'est-à-dire pardon. que si le kinésithérapeute, les rééducateurs, de manière générale, remarquent qu'il y a une gêne fonctionnelle chez le patient et que on voit qu'il est possible de corriger ça avec avec de la toxine, dans ce cas-là, l'équipe de rééducateurs va envisager une toxine. Du coup, ça veut dire que le temps que moi je trouvais très long à l'époque dédié à la posture n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui pour toi dans ta prise en charge? À mon sens, non. Dans l'étude, la revue systématique Harley en 2017 a publié avec ses collaborateurs, on a beaucoup de faisceaux d'indices qui nous indiquent qu'il n'est pas pertinent d'étirer, de posturer un patient en vue d'allonger du muscle sous prétexte qu'il est hypertonique. D'une part parce que voilà, on gagne de l'ordre de 1 ou 2 degrés sur du très court terme. On n'est pas sûr de pouvoir le maintenir sur du long terme. On a suffisamment de données aujourd'hui pour dire que ce n'est pas efficace d'allonger un muscle spastique ou hypertonique de manière générale. Waouh! On ne va pas étirer un patient pour allonger. Ça, c'est sûr. Non plus pour diminuer sa douleur. Ou alors, c'est un moyen de moduler la douleur sans plus.
on sort complètement d'un prisme passif et on va vers quelque chose de beaucoup plus actif et beaucoup plus fonctionnel. C'est-à-dire que souvent, quand le patient se présente soit au cabinet ou alors même en centre de rééducation, c'est assez commun, c'est dans notre arsenal thérapeutique, on va dégainer la carte étirement tout de suite. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on utilise non pas les étirements comme un outil pour allonger du muscle, mais plutôt pour favoriser l'activité motrice du patient. On est là pour qu'il puisse gagner en autonomie, donc il faut faire travailler en tâches orientées, en tâches spécifiques, et que du coup, on va le faire travailler sur quelque chose qu'il a envie de faire. C'est-à-dire que si jamais on l'étire, c'est éventuellement dans le but de faciliter le mouvement. Si jamais il veut aller prendre son café alors qu'il a ses fléchisseurs de coude qui sont très toniques et que ses extenseurs sont très dans les chaussettes, bah dans ce cas-là, on va éventuellement étirer ses fléchisseurs. On va éventuellement gagner peut-être en amplitude et voire même en fonctionnalité sur la tâche. Peut-être en rapidité, en précision, des choses comme ça. En fait, si je comprends bien, aujourd'hui, l'objectif de l'étirement, ça va être déjà de les cibler sur ceux qui viennent gêner le geste qu'on cherche à entraîner. Et par contre, on va absolument pas chercher à éliminer des potentielles rétractions qui ne sont pas limitantes. Tout à fait. Les rétractions, de toute façon, alors on n'a pas plus de rétractions si on étire peu que si on étire, voire même pas du tout. En termes d'efficience de rééducation, c'est pas rentable de faire ça. Oui, c'est On ça. a bien mieux à faire en fait à faire travailler le patient à ce qu'il puisse en chier sur sa tâche fonctionnelle plutôt que de le placer sur une table et puis voilà de l'étirer pendant des minutes et des minutes, quoi. Je trouve ça super intéressant de pouvoir questionner en fait la balance temps et bénéfice finalement de chacune de nos techniques. La neuro, il n'y a pas besoin d'être spécialisé à mon sens pour qu'on puisse bien en faire. Il y a juste une citation que je retiendrai tout le temps. Moi, un adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Allez, Voilà. Si tu veux marcher, tu marches. Tu vas pas faire passer de la position décubitus à procubitus, quatre pattes, chevalier servant pour savoir marcher. T'essayes quelque chose, tu vois si ça fonctionne, et puis si ça fonctionne et que c'est suffisamment satisfaisant, et ben tu conserves ça, quoi. C'est ça. C'est comme le machine learning, où l'ordinateur va tester plein de solutions pour faire une action qu'on lui a demandé de faire. Il va peut-être se gourer 1000 fois, et puis à la 1001e, il va trouver une solution qui est pas celle qu'on a mis en place, nous, avec le processus d'évolution, mais elle fonctionne très bien, et il va pouvoir continuer comme ça. C'est ça. pour vous deux, Vincent, Loïc, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans les évolutions sur les connaissances et du coup sur les pratiques en neuro? Peut-être aujourd'hui, tout ce qu'on met en place, enfin toutes les nouvelles technologies qui naissent pour faciliter à la fois l'entraînement en tâches orientées, mais aussi augmenter l'intensité de la rééducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu fais des prises en charge avec une intensité relativement conséquente? Il faut qu'ils repartent du cabinet en se disant qu'ils ont fait une super séance de sport, qu'ils se sont bien entraînés, qu'ils ont fait une certaine quantité de mouvements pendant la séance. Bon, bien sûr, on va moduler en fonction de la fatigue et voilà. Du coup, tu acceptes de les mettre dans l'échec, ou il faut qu'ils réussissent le geste? Je les mets en échec lorsque c'est pertinent. C'est-à-dire que là, c'est toujours pareil, ça dépend du profil du patient. Si c'est quelqu'un qui aime le challenge, pourquoi pas? Je vais le mettre face à un défi qu'il doit réaliser. Il va peut-être se rater
sur les premières fois, mais je sais que ça sera atteignable d'ici avec un peu d'entraînement. Par contre, pour quelqu'un qui ne supporte pas l'échec, qui a besoin d'être encouragé, d'avoir beaucoup de feedback positif, là, je vais y aller beaucoup plus à tâtons, très progressivement, palier après palier, pour qu'elle puisse réaliser sa tâche. J'ai une patiente, on s'est donné comme challenge de pouvoir aller jusqu'au Franprix qui est à 200 mètres du cabinet, sachant que je sais que sur terrain plat, elle pouvait aisément faire les 400 mètres, elle ne se sentait pas du tout de faire les 200 mètres du cabinet jusque là-bas. On a commencé à 30 mètres, puis 50, 100, jusqu'à atteindre les 200 mètres qui nous séparent de la supérette, tout ça en 2 mois, 3 mois, petit à petit. En passant par quoi? Par des séances de renforcement musculaire, du travail sur tapis de marche? Comment tu as procédé? En allant dehors? En allant dehors, tout à En fait. allant dehors. On marchait d'abord jusqu'au lampadaire qui était juste à côté, puis ensuite on allait un petit peu plus loin. On répétait ça plusieurs fois dans la séance, et puis au final, elle était capable d'aller jusqu'à la supérette à 200 mètres de là. Du coup, peut-être pour ceux qui s'intéresseraient ou qui voudraient faire un peu plus de neuro, comment est-ce que toi tu t'organises dans ton cabinet du coup? Les patients viennent sur quel type de durée? Comment est-ce que tu les reçois? Alors ils viennent, pour la grande majorité d'entre eux, sur 1 heure. D'accord. Il y en a qui arrivent à tenir 2 heures, ceux-là je leur dis chapeau. D'autres, au contraire, qui ne peuvent pas supporter plus d'une demi-heure de prise en charge. Tout dépend des patients et de leur objectif et de leur mental finalement. Je considère vraiment les patients comme s'ils étaient en reprise de sport. Ils viennent pour bénéficier d'un certain coaching parce qu'ils sont là pour réaliser une performance et pour se rassurer par rapport à leur propre corps. C'est souvent des gens qui viennent en ayant l'impression qu'ils ne peuvent plus rien faire parce qu'ils sont paralysés, parce qu'ils sont lents, parce qu'ils sont parkinsoniens, parce que voilà, ils ont peur du regard des autres, etc., etc. Nous, notre but, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils ressentent moins ce handicap. Et du coup, en termes de durée de prise en charge, est-ce qu'au final, tu arrives et comment tu arrives à avoir une forme de turnover avec des gens qui ne viennent pas à l'année, mais qui vont peut-être venir sur de plus courtes durées? Comment ça s'organise pour toi? Comment tu présentes ça? Alors, quand c'est possible, je dis bien quand c'est possible parce que c'est pas toujours le cas, je mets un objectif avec un patient à Ouais. réaliser sur une période donnée. Souvent, c'est sur une période de 2 mois, voire 3 mois. Et après, c'est une pause thérapeutique avec une mise en auto-rééducation. Déjà qu'il devait le faire pendant la rééducation, mais là, c'est vraiment que de l'auto-rééducation pendant quelques mois. Je le revois tous les mois pour un bilan, pour voir où est-ce qu'il en est, pour répondre à ses questions. Et puis, au pire, ils ont aussi mon téléphone pour savoir s'ils sont perdus sur quelque chose, quoi. D'accord. Et l'auto-rééducation, tu utilises, comme tu disais tout à l'heure, des nouveaux outils, des systèmes de prescription d'exercices, comment ça se passe? Je lui demande déjà en fait qu'est-ce qu'il est capable de me donner comme temps d'auto-rééducation. Ouais. Si je lui donne toute une liste d'exercices à faire et qu'il n'est pas capable de m'en faire même pas un dixième, c'est d'une part le mettre en échec, se mettre dans la position du prescripteur que j'aime pas trop en fait finalement. Je suis pas son chef en fait, c'est pas ma vie, c'est la sienne. Finalement, je lui donne des exercices, enfin on choisit des exercices ensemble qui lui conviennent et qui sont en lien avec l'objectif qui s'est fixé. Si c'est par exemple de marcher, dans ce cas-là, un petit podomètre et puis il doit marcher tant de pas par jour. D'accord. Donc des choses qui sont vraiment très très simples en fait. C'est ce que tu disais par rapport à la neurologie, c'est que finalement on fait tout un monde d'une spécialisation où finalement si tu te recentres sur la personne et sur ses objectifs, tu auras déjà une bonne partie du chemin devant toi, quoi. C'est ça. Du coup, si tu devais résumer en fait les grandes évolutions de la neurologie actuellement, ce serait quoi? Ce serait du coup tâches orientées ou tâches spécifiques, donc faire des choses qui ont du sens pour le patient. C'est ça. Tâche orientée, tâche spécifique, que ce soit intensif, qu'il faut que le patient Ouais. qu'il en chie vraiment sur la rééducation, quoi, en fait, hein. En fait, l'intensité en rééducation, voilà, ça peut se définir de plusieurs manières, mais celle que je retiens le plus, c'est qu'il doit faire un certain nombre d'exercices sur un temps donné. Plus il augmente le nombre d'exercices pendant ce temps-là, et plus il est intensif.
Tu te cales sur un temps, au début tu lui donnes peut-être 15 exercices à faire et qu'en gros l'objectif c'est que sur le même temps il arrive à en faire progressivement 20-25, c'est ça? Voilà. Ça peut aussi être en termes de semaines, c'est-à-dire que si sur une semaine, plus on augmente le nombre de jours de rééducation par semaine, plus on est intensif dans la semaine. Pour moi c'est une toute autre définition de l'intensité, mais je la trouve très intéressante, je pense que je la réutiliserai. Par contre, ce ne sont pas forcément des séances qui se déroulent au cabinet, on est d'accord? Bah non, difficile, hein. Il y en a pour qui c'est pertinent, notamment en phase subaiguë d'un AVC. Oui, effectivement, des fois, il a besoin de kiné tous les jours, notamment s'il y a une forte limitation fonctionnelle, mais en général, ils sont pris en charge en SSR, ceux-là. Mais ça arrive que ça tombe chez nous. Et dans ce cas-là, il faut se débrouiller pour lui trouver 4 à 5 fois par semaine de rééducation. Et après, voilà, une autre notion qui rejoint la tâche orientée, c'est aussi la répétitivité de la tâche, voilà, qui doit se faire sous toutes ses formes, dans plein de circonstances différentes, pour qu'il puisse la réaliser du mieux possible, avec la plus grande précision possible, la plus grande fluidité possible, in fine. Et du coup, le passif n'a de sens vraiment que si il est pertinent pour améliorer les performances dans cette tâche en question qui fait partie des objectifs du patient, mais pas comme rééducation en soi fondamentale. C'est ça. Tu ne vas pas utiliser les étirements passifs ou de la mobilisation passive pendant 20 minutes. Ça n'a pas de sens. Ça se recoupe avec le LSVT Big ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la LSVT Big pour Lee Silverman Voice Treatment, c'est une méthode de rééducation qui nous vient directement des États-Unis. Initialement, c'est quelque chose qui est appliqué pour la rééducation de la dysphonie, de la dysarthrie parkinsonienne. Les patients parkinsoniens sont dysarthriques, sont hypophones, manquent d'intensité dans la voix, de volume. Et là, eux, ils ont créé toute une méthode basée sur 4 semaines, 4 fois 1 heure par semaine, pour faire en sorte qu'ils puissent récupérer une meilleure phonation. Il existe la même méthode, mais pour les kinés et les ergothérapeutes, une méthode physique, où on va rééduquer l'hypokinésie et la bradykinésie parkinsonienne en exagérant l'amplitude des mouvements et en augmentant drastiquement l'intensité rééducative avec 4 fois 1 heure par semaine pendant 4 semaines. Et est-ce que ce que tu fais actuellement au cabinet, ça correspond un petit peu à ça, ou est-ce que c'est encore autre chose? C'est encore autre chose parce que la LSVT nécessite quand même un face-to-face avec le patient pendant 1 heure, où il se base énormément sur la reproductibilité des mouvements en miroir par rapport au thérapeute. C'est-à-dire que le thérapeute fait le geste avec le patient pour que le patient puisse suivre le même geste et faciliter également ce geste-là. Chez les Parkinsoniens, ils arrivent à mieux recruter, à mieux faire le geste lorsqu'ils observent en live le même geste chez la personne en face. Du coup, difficile à organiser avec la nomenclature qu'on a en France et la pression démographique, les demandes et l'organisation telle qu'elle est faite aujourd'hui, quoi. C'est ça. Ouais, c'est difficile de le mettre en place, la SVT, et puis notamment, de toute façon, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas encore suffisamment été éprouvé pour dire que c'est réellement efficace ou pas. En fait, il y a une étude pilote qui a été réalisée par Esberbach en 2010 qui montre la supériorité présumée de la LSVT Big versus la marche nordique et l'auto-rééducation à la maison. D'accord. Et c'est Voilà. pas... Ouais. Je vous passe tous les biais méthodologiques qu'il peut y avoir par rapport à ce type d'études. Est-ce que, avant de conclure, Loïc, tu peux un petit peu nous parler de la fatigabilité spécifique aux patients neuro, euh, de la fatigabilité spécifique aux atteintes neurologiques, et est-ce qu'on est toujours dans une dynamique où on respecte la fatigue, ou est-ce que bien justement c'est par entraînement répété avec une intensité importante des séances qu'on peut arriver là aussi à avoir un gain sur cette fatigabilité? Pour les patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson et un AVC, et pour l'AVC, je dirais d'y aller franco. La sclérose en plaques,
On va être un petit peu plus prudent, même si on peut quand même y aller très fort. Et après, pour d'autres pathologies comme la SLA, là, je serais beaucoup plus prudent. Ouais. On ne sait pas et voilà, c'est assez contradictoire pour l'instant. Eh bien, merci Loïc pour cette mise à jour. Moi qui pensais que la spécificité et plein de choses techniques allaient ressortir de cet entretien, et je suis agréablement surpris que finalement, comme pour plein de rééducation, on en revient au fonctionnel, on en revient à essayer de donner des objectifs qui aient une signification pour le patient et qui lui permettront de trouver la motivation et les ressources pour récupérer. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt.